pensez que les États-Unis sont notre ennemi aujourd'hui? Ah, je pense qu'ils sont en tout cas notre adversaire. Ennemi, je dirais pas jusque-là, mais notre Ouais. adversaire, c'est très clair. Ouais, C'est très clair. ouais. Il ne faut pas employer un autre mot. Quelqu'un qui menace d'envahir un territoire qui appartient à l'Union européenne, si ce n'est pas un adversaire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, toujours plus nombreux. Chaque semaine, vous êtes 530 000 à nous avoir rejoints depuis le début d'Omerta, c'est-à-dire depuis bientôt 3 ans et demi, ce qui est quand même une belle performance. Nous vous en remercions. Nous sommes heureux de vous recevoir pour ces émissions que vous appréciez et pour lesquelles vous revenez systématiquement. Je signale, comme d'habitude, c'est toujours mon devoir de le faire, qu'il existe aussi l'application Omerta qu'on peut télécharger sur son portable pour voir tous nos documentaires, pour voir l'avis de la rédaction, les bonus, le making-of de nos reportages, comment nous travaillons à l'étranger. Bref, tout ça est absolument passionnant. 5 € par mois, 2 € pour les étudiants. Ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Application Omerta. Également le magazine, actuellement antimondialiste, Les Patriotes à la reconquête de l'Europe. Dernier numéro, il est en kiosque depuis une semaine. Donc, vous pouvez le trouver dans 5000 bureaux de vente en France. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous le savez, l'actualité, vous savez, quand je travaillais autrefois à Paris Match, pour des périodes comme celles que nous vivons, on disait l'actualité a du talent. Eh bien, l'actualité, elle nous met en haleine. Je peux vous dire que moi et les spécialistes, et j'en ai un en face de moi que je vais vous présenter à l'instant, Éric Branca. Voilà, bonjour Éric. Bonjour Régis. Donc journaliste, historien, livre passionnant et je vous le recommande. Souvent, je le recommande, L'Ami américain aux éditions Perrin, et on va revenir sur les États-Unis. Vous avouez qu'en ce moment, on ne dort pas beaucoup parce qu'avec le décalage horaire, comme il se passe toutes les 10 minutes quelque chose côté américain, on regarde Twitter la nuit et on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'a fait Trump ?» C'est quand même incroyable cette période, Éric, non? Ah, je dois dire que c'est une période rare. Parce qu'en fait, c'est une période qui correspond à la logique américaine depuis l'origine, carrément depuis l'origine. Oui. Mais il y a des bouffées d'action comme ça. Oui. Et Trump, en fait, il concentre tout ce que les Américains ont de virtuel, et quelquefois c'est passif, et là c'est en pleine activité. Oui. Et donc, l'Amérique se déchaîne, quoi. C'est Ouais. clair et net. Ils ont une fenêtre Ouais. d'opportunité dont ils profitent magnifiquement bien. On Oui, peut faut le le dire, dire. faut le dire. On peut le dire. Mais à quand ça remonte la dernière fois? Parce que la guerre froide, pour le coup, elle était froide. Elle n'a pas fait bouger beaucoup les frontières quand on y réfléchit. Alors, elle a pas fait- On a respecté Yalta. On a respecté Yalta, en gros, sauf en Amérique du Sud, Oui. où on ne l'a jamais respecté. C'est vrai, c'est vrai. Parce que l'Amérique du Sud, c'est le backyard, c'est-à-dire Ouais. l'arrière-cour. Ouais, le précaré. Et certains disent la basse-cour, d'ailleurs, Ouais. des États-Unis. Ouais. Et ça, depuis le début. L'expression remonte au 19e siècle. Mais il faut remettre ça dans un cadre général, qui est la vocation des États-Unis à intervenir partout dans le monde. Il y a une déclaration qu'on oublie souvent, c'est celle d'un des pères fondateurs des États-Unis, qui est Benjamin Franklin, Oui. et qui dit en 1776, donc l'année de l'indépendance américaine par rapport aux Anglais, il dit l'intérêt américain, l'intérêt de l'Amérique est celui de l'humanité tout entière. Ah oui. Et là, ça pose le cadre. Oui. Et puis ensuite, vous avez la doctrine Monroe, 1823, l'Amérique aux Américains, qui ne veut pas du tout dire, qui veut dire, il n'y a plus de colonialisme en Amérique, puisqu'on chasse à ce moment-là les Espagnols, Européens, ouais. mais ça ne veut pas dire l'Amérique à tous les Américains, ça veut dire l'Amérique aux États-Unis. Aux États-Unis, 1823. Oui. Et puis ensuite, vous avez le corollaire de tout ça, qui est le gros bâton, 1903, Theodore Roosevelt, oncle de Franklin, qui lui dit, mais oui, mais pour faire respecter ça, il faut un gros bâton. Et là, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est la puissance militaire qui monte. c'est ça? Exactement. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, vous avez quand même été un peu précurseur, je dois l'avouer. Je citais votre livre, L'Ami américain, puisque vous êtes revenu sur
les bisbilles, plus que ça, la traque de Gaulle, pratiquement, opérée par les Américains, finançant tous les partis, et puis tout ce qui est monté depuis la guerre 14, puisque vous dites dans votre livre que en fait, les Américains ont choisi l'Allemagne alors qu'elle était vaincue. Et les Britanniques. Les Britanniques aussi, et que finalement, en fait, tout a été fait, et que l'homme qui s'est élevé face à ça, c'est De Gaulle. Absolument, absolument. Et ce qui est paradoxal, c'est que De Gaulle, dans toutes les crises de la guerre froide, notamment celle des années 60, a été le plus fiable allié des États-Unis, le plus fidèle. Il a joué le jeu de l'OTAN à fond, alors qu'il en a quitté le commandement intégré. Oui. Il avait prévenu dès son retour au pouvoir qu'il le quittait, mais que ça ne voulait pas dire qu'il ferait la guerre aux Américains, bien au contraire. Et il y a donc deux périodes clés, enfin deux moments clés, pardon, c'est le mur de Berlin 1961 et la crise des missiles de Cuba en 1962. Le mur de Berlin, c'est connu, il est le seul qui propose d'intervenir pour que les Russes ne contrôlent pas le secteur est de Berlin militairement, il est le seul. Et Cuba, c'est encore mieux que ça, puisqu'il est également le seul à dire aux Américains « nous sommes à votre côté, y compris avec le feu nucléaire, si c'est utile, pour dissuader les Russes », puisque c'est exactement le pendant de ce qui s'est passé en Ukraine après, puisque en Ukraine, l'OTAN se rapproche des frontières de la Russie, là, après avoir promis qu'ils ne bougeraient pas. Sûr. Et à Cuba, ce sont les Soviétiques qui sont à 300 km des côtes de la Floride. Et De Gaulle dit, vous n'avez pas à le tolérer et nous sommes de votre côté. Eh bien, cet homme qui est de tous les alliés américains le plus fidèle et est considéré comme un adversaire et comme un ennemi. C'est assez terrible ça, parce que on remarque aussi, nous on a été quand même éduqués dans l'idée du grand frère américain. Culturellement, bon, le plan Marshall a déversé l'américaine culture ici, on en a profité, on était éduqués dans l'idée que bon, voilà, il y avait le camp du bien qui était en gros dirigé par les États-Unis et les ténèbres dès la frontière est-allemande. Pourquoi, dans le même camp, les Américains, systématiquement, jouent contre nous ? Je parle même pas de Trump, l'affaire des sous-marins australiens. Trump est un révélateur. C'est ça Trump, qui est incroyable. Il n'a pas de surmoi. Trump, il dit tout haut ce que les autres ont fait tout bas pendant des années. Sûr. Mais il y a peu d'opposition des démocrates face à sa politique internationale. Bien sûr, bien sûr, ils disent rien. Alors pourquoi pourquoi ils nous aiment pas dans la et conception nous on les aime américaine, on est un bon allié que quand on est soumis, pas quand on est indépendant. Alors vous avez des présidents américains qui ont très bien compris ça. Nixon notamment a très bien compris ça. Nixon et Kissinger. Avant ça, Kennedy a commencé à le comprendre, puis il a été assassiné. Mais les rapports entre Kennedy et De Gaulle ont été très mauvais au début. Ils se sont améliorés au point que lorsque Kennedy a été assassiné en novembre 1963, De Gaulle en a été extrêmement affecté parce que les deux hommes commençaient à se comprendre. Et même, ce qu'on sait peu, c'est que Kennedy était prêt à donner la technologie thermonucléaire à la France, que nous n'avions pas. On avait la bombe atomique, mais on n'avait pas la bombe thermonucléaire, on l'a eu plus tard. Kennedy était prêt à donner tout en acceptant qu'on quitte le commandement intégré de l'OTAN. C'est dingue. Mais ça se passe dans les dernières semaines avant son assassinat. Et il y a même une lettre qui fait transmettre à De Gaulle par un envoyé spécial. Cette lettre ne sera jamais remise. C'est en novembre 63 et il est tué le 22 ou le 23 novembre. Ah, d'accord, donc il n'ira jamais. Il y a aussi ça veut dire que c'est la permanence de l'état profond. Quels que soient les présidents, la personnalité des présidents, alors vous en avez comme Johnson qui colle parfaitement à l'état profond, qui considère toute velléité de se démarquer des États-Unis comme une déclaration de guerre. Puis vous en avez d'autres comme Kennedy et comme Nixon, surtout comme Nixon, qui eux comprennent qu'un bon allié, un allié fiable, est un allié qui garde son autonomie. Et ces gens-là, il ne vous a pas échappé qu'il leur arrive des problèmes. Parce que Nixon, il a eu quelques ennuis quand il a voulu se dégager du Vietnam dignement. Mais il a voulu s'en dégager. Quand il a fait la détente avec les Russes, quand il est allé en Chine, ça n'a pas plu vraiment à l'état profond américain. Et ce sont des choses, ce sont des actes géopolitiques forts dont il avait parlé, il faut le savoir, avec De Gaulle, dès les années 60. Ça, on le sait très peu, et je dois dire que je le savais vaguement, mais j'ai découvert les détails des relations
relation entre De Gaulle et Nixon en écrivant mon livre, il se voyait beaucoup dans les années 60. Alors qu'on considérait Nixon qui avait été battu par Kennedy comme un loser, comme un has-been. Et en fait, il avait beaucoup parlé avec De Gaulle de la détente nécessaire, de la reconnaissance de la Chine, etc. Et en fait, il a suivi les conseils de De Gaulle. On ne lui a pas pardonné. Ouais. C'est intéressant. Je crois aussi qu'il y a une anecdote, me semble-t-il, qui est dans votre livre, qui dit qu'il y a eu une conversation entre De Gaulle et Kennedy, que De Gaulle dit, mais si les Russes envahissent Berlin... En 1960. Racontez-nous. C'est sur Cuba. C'est la pression de De Gaulle. Oui. Mais ça veut dire que les Américains ne sont pas prêts à se sacrifier pour nous. Hein. Exactement. Alors vas-y, racontez-nous cette anecdote. 1960, Kennedy vient à Paris. Il est reçu magnifiquement bien à Paris, ça se passe bien, mais au niveau des négociations, ça bloque parce que Kennedy veut imposer la force multilatérale. C'est-à-dire que oui au nucléaire, tout ça, vous faites ce que vous voulez, mais c'est nous qui appuyons sur le bouton. Nous avons la double clé. Et De Gaulle refuse. Et De Gaulle va le convaincre, va essayer de le convaincre pendant des heures. Quand on voit les conversations, c'est très intéressant, lui disant, mais nous sommes à votre côté, mais nous ne serons un bon allié que si nous sommes indépendants. Nous ne serons jamais vos domestiques. Et il donne un exemple en 1960. 2 ans avant l'affaire de Cuba. Personne n'imagine que des fusées seront un jour des fusées russes installées à Cuba. Et il dit, au hasard, il n'a évidemment aucune information, mais il dit, admettez qu'un jour, les soviétiques installent des fusées à proximité de vos côtes. Je pense que vous seriez content d'avoir un allié indépendant qui dispose d'une force de frappe indépendante et qui dit, nous sommes à votre côté. Kennedy ne sait même pas de quoi il parle. Et 2 ans après, ça se produit. Et là, il se souvient de la prédiction de De Gaulle, et c'est là qu'il évolue et qu'il, comme je le disais, il est prêt à donner la technologie thermonucléaire sans mettre son veto à notre sortie de l'OTAN. Alors des choses inimaginables 2 ans avant, on en est en plein dedans. Personnellement, je me suis rendu, j'ai fait 2 reportages au Groenland, dont un en 2019. C'était déjà à l'époque Trump. Il y avait déjà cette petite musique. Il pensait déjà. Il avait déjà mis ça, mais à l'époque, c'était une blague. Là, on est au bord peut-être d'un affrontement entre les Européens et les Américains pour le contrôle du Groenland. Vous notez, j'ai vu l'une de vos interventions, que ce n'est pas la première fois que les Américains essayent d'acheter une terre. Ah, mais non seulement ils essayent, mais ils y arrivent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont acheté plus d'1 million de kilomètres carrés aux Mexicains en 1848, après leur avoir fait la guerre. Aux Français aussi, hein, la Louisiane. Alors la Louisiane avant, mais ça, on était consentant. Là, on était consentant. Voilà. Mais ce qui se passe avec le Mexique en 1846, c'est très simple. Les Américains veulent récupérer ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique et la Californie. Ils proposent de leur acheter, de les acheter aux Mexicains, qui sont indépendants eux-mêmes des Espagnols depuis 1821. Et les Mexicains refusent. Enfin, ils font la sourde oreille et puis ils disent non, c'est pas à vendre. Alors qu'est-ce que font les Américains ? Ils déclarent la guerre. Enfin, ils déclarent même pas la guerre. Ils entrent au Mexique. Et là, ils vont voler, il n'y a pas d'autre terme, ils vont annexer à peu près 1/3 du territoire mexicain. Et c'est pas 2 États qui vont prendre, c'est 7. Et l'équivalent de 7 États. Et ensuite, ils vont les payer. Et ils vont leur donner 15 millions de dollars. Alors qu'ils proposaient 15 millions pour 7 États, alors qu'ils proposaient 25 pour 2 seulement. Comme quoi, il ne fallait pas résister. Bon. Mais ils vont réitérer les choses. Et ils vont le faire aux Philippines. Ensuite, ils vont acheter les Philippines, après avoir demandé de les acheter. Là, on est à quelle date à peu près ? Alors ça, c'est 1898. D'accord. C'est la même année que la quasi-annexion de Cuba. Il y a une guerre entre les États-Unis et les Philippines en 1898, exactement la même année que Cuba. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Cuba ? Cuba, c'est la dernière colonie espagnole en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Il y a une révolte qui gronde depuis 1890, avec un leader indépendantiste qui se bat contre les Espagnols, qui s'appelle José Martí. Et alors, c'est extrêmement drôle parce que Martí... Le nom de l'aéroport de la Havane. Voilà. Qui était un héros sous Castro, en fait, était réfugié aux États-Unis, était payé par les Américains pour reconquérir l'île contre les Espagnols. D'accord. Et en 1898, au moment des affrontements, il est tué.
par les Espagnols. Mmh. Et là, les Américains font sauter ou sont victimes. On ne sait pas exactement. Il y a un cuirassé qui s'appelle l'US Maine qui mouille devant un port cubain et qui saute. Donc les Espagnols et les Cubains aujourd'hui disent c'est les Américains qui l'ont sabordé. Sauf que ça fait quand même 200 morts. Les Américains disent c'est les Espagnols qui l'ont fait sauter. De toute façon, il ne devait pas être là. Alors peut-être a-t-il sauté sur une mine. On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Quelle est la vérité? On ne sait pas. Il se peut aussi que ça soit un accident parce qu'il y avait des chaudières qui avaient été très très modernes, qui ne marchaient pas très bien, paraît-il. Enfin bon, peu importe. Mais les Américains s'en servent comme prétexte pour attaquer Cuba. Mais ils ont une stratégie périphérique qui est très intéressante. Ils vont faire leur Pearl Harbor contre les Espagnols, mais non pas à Cuba, parce que les Espagnols s'attendent d'être attaqués à Cuba, mais aux Philippines. D'accord. Et ils vont couler la flotte espagnole devant les Philippines cette même année, 1898. Et là, les Espagnols n'ont pratiquement plus de présence dans le Pacifique. C'est exactement l'équivalent de Pearl Harbor. Et ils réalisent à peine ce qui se passe, ils refont la même chose devant Cuba. D'accord. Et là, donc, il y a l'indépendantiste a été tué par les Espagnols. Il y a un nouveau gouvernement qui fait voter une constitution et les Américains disent c'est très bien cette constitution, mais on l'acceptera, vous serez indépendant, mais il faut un amendement. Ah bon, il faut un amendement. Et quel sera cet amendement? Eh bien, c'est le droit donné aux Américains d'intervenir à tout moment à Cuba si leurs propres intérêts sont en cause. L'intérêt des Américains sont en cause. C'est-à-dire que l'indépendance de Cuba, elle a disparu avant même d'être acquise, en 1898. Vous pensez que Donald Trump a tout ça en tête? Mais je pense que c'est dans la culture américaine. Ouais. Je pense que c'est dans la culture américaine. Teddy Roosevelt, tout ça, c'est là. Moi, je pense. Chez les Républicains, c'est un personnage notoire, mais est-ce que Trump y pense quand il dit à propos des Danois, ils ont envoyé un bateau il y a 500 ans, ça ne leur donne pas des droits. Sous-entendu, Éric Le Rouge est norvégien et pas danois, mais bon, ça c'est pas grave. Vous croyez qu'il est... ou est-ce qu'on En tout cas, s'il ne le sait pas, il a des réflexes absolument adéquats avec cette culture et ce background-là. Il a les réflexes qui vont avec. Oui. Moi, je pense qu'autour de lui, il y a des gens qui savent. Oui. Mais en tout cas, il agit de la même façon. On propose d'acheter, si vous ne voulez pas acheter, on vient prendre nous-mêmes. C'est quand même assez extraordinaire. Vous croyez qu'il va y arriver militairement? Militairement, il y a quand même une chose un peu... Tout ça est tragique, mais un peu dérisoire. Admettons que les Danois veulent résister. Ils ne pourront même pas, puisqu'ils ont acheté des F-35 américains. Ces F-35 américains, ils auraient pu acheter des Rafales, qui auraient été indépendants, qu'ils auraient pu faire décoller. Ils ne peuvent même pas les faire décoller, puisque le plan de vol doit être approuvé par le Pentagone. Ils ont aussi acheté des batteries patriotes pour défendre l'Arctique. C'est ça. Donc les Américains peuvent les désamorcer également. Mais bien sûr, donc je pense que s'il veut vraiment, je ne vois pas qui s'y opposera. Et alors, s'il veut vraiment, moi ce que j'aimerais comprendre, il y a une base américaine depuis les années 50, du côté de Tulé, énorme base, il y a 10 000 à 15 000 soldats présents en permanence. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, des stations radars qui plus ou moins ont été activées, plus ou moins suivant pendant la guerre froide, un peu partout. Ils sont maîtres du ciel, qu'ils peuvent envoyer un commando ou même, mettons, quelques centaines d'hommes à nuque, et c'est pour simplement patrouiller dans les rues et dire c'est très facile. Moi, je pense pourquoi vouloir posséder? Pourquoi officiellement, ils disent si c'est pas nous, ce sera les Chinois ou les Russes. Économiquement, les Chinois le tentent parce qu'il y a déjà des entreprises de forage. Je me souviens, en y étant allé, que certaines entreprises australiennes étaient déclarées par les Groenlandais comme des faux-nés de la Chine. Je parle de 2019. Oui. Profitant du dégel et de la fonte de la calotte glaciaire. Donc les Chinois, économiquement, oui, tentent d'y être. Les Russes, je ne sais pas trop. Mais les Américains sont là déjà, non? Ça leur appartient déjà, non? Et je pense que la proximité, quand vous regardez une carte, ils se disent c'est plus près de chez nous que du Danemark. Je pense que c'est ça. Juste ça. Je pense. Et alors il y a peut-être la présence de terres rares, ça je ne connais pas le détail. Oui, il y a ça aussi. Mais il y a 41 variétés différentes de minéraux au Groenland. Donc là aussi.
Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une mécanique qui est enclenchée et que cette mécanique, chaque fois qu'elle a été enclenchée auparavant, depuis le 19e siècle, elle a fonctionné jusqu'à son terme. Et ils ont annexé ce qu'ils ont voulu. Oui. Et après, ils ont payé un peu. Avec, dans le cadre du Mexique, quelque chose d'assez drôle. Donc, ils ont acheté les 7 États américains au Mexique pour l'équivalent de 15 millions de dollars au lieu des 25 qu'ils prévoyaient avant. Oui. Mais ils ont dit, mais vous allez nous rétrocéder quand même 2 millions à titre d'amende, parce que vous avez résisté. Ah oui. Frais de guerre, quoi, en fait. Frais de guerre. Voilà, Ouais, c'est on un va peu dire. comme Ouais. la Wehrmacht en 1940, après avoir vaincu la France, a c'est imposé ça. les frais d'occupation Oui, c'est ça. et ont donné des centaines de millions de Et le francs Mexique de a payé l'époque. Voilà, exactement. D'accord. Et on a payé jusqu'au bout. Ouais, c'est incroyable. Il y a également sur la question du Groenland une proposition plus soft qui est à l'étude par les Américains, qui serait, puisque on tient tous les partis politiques groenlandais sont indépendantistes, créer une forme d'indépendance et ensuite faire, comme c'est le cas à San Juan, à Palau, les îles Marshall, les États de Micronésie, une association avec les États-Unis. Alors ça peut être aussi une solution. Vous voyez quelque chose comme puisqu'ils l'ont ça fait, oui, aussi. Je pense qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs, j'ai vu passer des déclarations de leaders indépendantistes qui ne ferment pas la porte à ça. Non. La question, c'est qu'est-ce que veut faire le gouvernement central du Danemark? Oui, Je ne les vois pas armés pour résister militairement. Oui. Bon, moi, je pense que ça peut effectivement être une solution. Mais s'il y avait un mouvement de résistance, ils fonceront dans le tas. Moi, je pense. Ouais. Alors, autre question qui est quand même essentielle sur ce petit Groenland avec ses 50 000 Inuits, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est d'abord la question de l'OTAN, qui, dans l'article 5, le fameux article 5, ne peut pas s'appliquer puisque il n'a jamais été prévu qu'un membre de l'OTAN attaque un autre membre de l'OTAN. C'est ça qui est fascinant, c'est que depuis que l'OTAN s'étend, depuis 1950, il est présenté par ses turiféraires, par ses avocats, comme le bouclier suprême. Sauf que c'est le bouclier peut-être contre les Russes, mais pas contre les Américains. Pourquoi est-ce que De Gaulle est sorti du commandement intégré? Parce qu'il considérait que, ça risquait d'imposer à la France de faire une guerre qui ne serait pas celle de la France. Et ensuite, il disait, et ça ne nous permet pas de nous défendre contre un allié qui peut être envahissant. D'où la doctrine en 68 de la dissuasion nucléaire, tous azimuts. Qu'est-ce qui préoccupait De Gaulle à l'époque? C'est que l'Allemagne se réarme, qu'elle nous attaque à nouveau? C'était ça encore dans l'arrière-plan ou pas? Ah oui, bien sûr. C'était une confrontation directe entre les Soviétiques et les Américains. Et que, comme il le dit dans son grand discours de l'école de guerre de 1960 ou 61, je ne sais plus, je crois que c'est 60. Non, pardon, c'est son discours de Strasbourg. Il dit qu'est-ce qui empêcherait les Américains et les Soviétiques de régler leurs comptes en Europe, en prenant l'Europe comme otage de leur règlement de compte. C'est ça la grande idée. Donc c'est pour ça qu'il faut une dissuasion indépendante. Et autre question sur la question est-ce que finalement, il y a 3 ans environ, avant le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron avait déclaré que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Oui, ça fait partie de ces grandes prophéties, ça. Voilà. La guerre en Ukraine a évidemment renforcé l'OTAN, qui s'est vue rejointe par 2 pays, la Finlande, la Suède. Donc l'alliance s'en est retrouvée renforcée. Si les États-Unis attaquent le Groenland, donc par percussion l'Union européenne, quelque part, enfin en tout cas le Danemark, et que comme Mette Frederiksen, la première ministre danoise, dit finalement il n'y a plus d'OTAN, est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'ennemi? Ah si, je crois. Ça, je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut le dire, bien sûr. Vous pensez que les États-Unis sont notre ennemi aujourd'hui? Ah, je pense qu'ils sont en tout cas notre adversaire. Ennemi, je dirais pas jusque-là, mais notre adversaire, c'est très clair. C'est très clair. On ne peut pas employer un autre mot. Quelqu'un qui menace d'envahir un territoire qui appartient à l'Union européenne, si ce n'est pas un adversaire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, qui menace de l'envahir si on ne lui vend pas. Enfin, c'est le pistolet sur la tempe. C'est le pistolet sur la tempe. On va revenir sur l'histoire du pistolet sur la tempe, mais est-ce qu'on ne pêche pas non plus par
la culture voulue par les États-Unis chez nous, la culture politique. Je parle, par exemple, les générations de young leaders, de gens biberonnés. Bien sûr. Est-ce que finalement... Mais comment en sortir? Parce qu'on est pieds et poings liés un petit peu. Bien sûr. Ah ben Par l'atlantisme. ça a commencé tôt. Ça a commencé, alors d'abord sous la 4e République, et puis sous la 5e, ça a été vraiment pour s'opposer à De Gaulle. Alors, vous parlez des Young Leaders, etc. Tout ce qui a compté dans les années 70, 80, à droite comme à gauche, a été biberonné à ça. Vous avez complètement raison. Donc c'est effectivement très, très difficile de s'en sortir d'un seul coup. C'est un combat intellectuel. Et ce combat intellectuel, il se mène il se mène pas en un an et demi, 2 ans. Ah non. Or, pour le moment, il y a urgence, là. Bien sûr. Est-ce qu'on réalise vraiment ce qui est en train D'où de se passer? l'impuissance de Macron et de ce gouvernement qui n'a pas été habitué à ça du tout, qui pensait qu'on pourrait les amadouer. Mais non, on ne les amadoue pas. Et surtout pas Trump. Et on est face même à une opposition qui, je pense à des personnages comme Raphaël Glucksmann, etc., qui ont été complètement dans l'appareil américain à un certain moment de leur vie, et qui aujourd'hui me font l'effet de poulets sans tête. C'est-à-dire, ça s'agite, on ne sait plus où aller, quoi. Bien sûr, parce que ils ont eu un patron, et ce patron les considère comme des domestiques. Il les a toujours considérés comme ça, mais là, ça se voit, ça se sent, ça s'entend pour la première fois. Alors, dans votre livre, L'ami américain, il y a ces échanges de Gaulle qui avaient été faits, je crois que dans les conversations avec Perfit, où De Gaulle explique, et vous ressuscitez ces passages, pourquoi il n'a jamais commémoré le débarquement. Et surtout, je crois que c'est vous qui le dites, on ne traduisait, quand on était à l'école, jamais le terme Overlord. Non, jamais. Jamais. Alors ça veut dire quoi, Overlord, c'est le nom Overlord de l'opération. Mais qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire suzerain. Ça veut dire suzerain. Il y a une chose qui est très intéressante là-dessus, sur la suzeraineté. Quand Trump a employé le mot opération de police, je ne sais pas si c'est Trump ou Vance, enfin ils l'ont tous employé pour dire ce qui s'est passé au Venezuela, c'est une opération de police. On a enlevé un délinquant. Et donc ça ne nécessite pas l'intervention du Congrès, comme une déclaration de guerre classique. Qui a été briefée même une semaine après. C'est ça, exactement. Or, on aurait pu comprendre si le Venezuela, à la limite, avait été véritablement un État voyou qui inondait les Américains de drogue, pourquoi ne pas leur déclarer la guerre? Pourquoi pas? Ça aurait été, à la limite, plus normal dans une conception classique des relations internationales. Non, pas du tout, c'est une opération de police. En fait, ça remonte au XIXe siècle, où à partir des premières interventions américaines qui commencent dès 1823, c'est-à-dire un an après la doctrine... Non, 1824, un an après la fameuse doctrine Monroe, ils commencent à intervenir un peu partout pour établir des comptoirs, renverser du gouvernement, etc. Donc à partir de 1824, pour installer la United Fruit Company qui va donner naissance aux fameuses républiques bananières qui vont s'installer un peu partout, ils vont défaire des gouvernements, destituer des présidents, faire des opérations. Et ça sera, dès ce moment-là, appelé opération de police. Dès lors qu'un État veut être indépendant, s'opposer aux intérêts commerciaux, en l'occurrence des États-Unis, il est considéré comme un État qui met en cause la sécurité intérieure des États-Unis. Donc alors que le gouvernement américain doit demander l'autorisation du Congrès s'il veut intervenir dans un État fédéré américain, eh ben, il n'a pas à le demander dès lors qu'il s'agit d'intervenir en Amérique du Sud. D'accord. Ce qui est quand même extraordinaire. Il y a eu 41 coups d'État, je crois, pilotés à par peu les près. États-Unis. Il y a ceux qui ont été pilotés, il y a ceux qui n'ont pas été pilotés, mais qui ont donné lieu à des dictatures qui ont été soutenus par les Américains, c'est de Banzer, voilà, il y en a eu Stroessner au Paraguay, etc. Il y en a eu un certain nombre. Puis, évidemment, Pinochet, tout ça a été reconnu par Kissinger dans ses mémoires, qui est absolument remarquable. Tout reconnu, si vous voulez. C'est ça qui est très intéressant. Bon, ça, c'est l'expression de la suzeraineté. Il y a une chose qui est intéressante avec les Américains, je voulais votre avis là-dessus, c'est qu'on a toujours l'impression que quand ils installent un gouvernement ou quand ils retirent
un tyran ou un dictateur. Alors déjà, il y a la question du vocabulaire qui est très intéressante parce qu'elle est suivie dans l'ensemble de la presse américaine. C'est-à-dire que une foule hostile, par exemple, imaginons que ce soit un dictateur d'extrême gauche, enfin l'extrême gauche renverse le pouvoir qui est aux mains des Américains, comme au Venezuela, on dit thugs. Heinous, voilà. Et par contre, quand c'est l'inverse, c'est freedom fighters. C'est ça. Et les Américains, les journalistes, même ceux qui savent, épousent quand même ce langage en fonction de... Mais ma question est plus sur la psychologie des Américains. Ils ont suivi Chiang Kai-shek, ils n'ont pas vu Mao arriver. Non. Ils ont mis Chalabi en Irak, ils n'ont pas vu l'insurrection arriver. Aujourd'hui, ils veulent nous mettre Reza Pahlavi, nous le remettre sur le trône, sans penser que les Iraniens n'ont peut-être pas tout à fait oublié ce qu'avait fait le père et sa fameuse police politique. La SAVAK. Voilà. C'est chez eux la stratégie de our guy. Ils sont incapables de penser le reste de l'humanité que comme des pions qu'ils ont et incarnés en un individu qui va tout résoudre. Mais ils savent qu'ils ont une responsabilité particulière dans le renversement du Shah d'Iran, qui voudrait restituer, qui voudrait restaurer par le biais de son fils maintenant. Oui. C'est qu'il y avait toute une école néoconservatrice qui, à partir de 1978-79, commençait à dire, en fait, il faudrait un pouvoir islamique en Iran, parce que comme c'est contigu de la Russie, ça va déstabiliser la Russie. Et c'est toute la théorie de la ceinture verte autour de l'Empire soviétique, qui a abouti au soutien aux Moudjahidines, etc., en Afghanistan, partout. Et donc, les Américains commencent à jouer avec le religieux à l'époque. Absolument. Et il y a un livre formidable qui a été écrit d'ailleurs par un Pahlavi, je crois que c'est un neveu du Shah d'Iran, mais qui n'est pas seulement un neveu du Shah d'Iran, qui est un historien qui d'ailleurs professe aux États-Unis, et qui a écrit un livre formidable sur la chute des Pahlavis en 1979. Et c'est pas qu'un plaidoyer pro-domo, il explique comment ils ont été lâchés proprement par Carter à l'époque, parce qu'il y avait toute cette école néoconservatrice qui a commencé pas du tout dans l'entourage des républicains, mais dans l'entourage des démocrates, et qui prétendait pouvoir pourrir la vie des soviétiques en créant une ceinture verte autour de l'Empire soviétique. Et ça commence en Iran. C'est très intéressant. Et c'est l'année de l'Afghanistan. Oui, absolument, absolument. Est-ce qu'avec les États-Unis, le problème de Donald Trump, que nous pouvons discerner chez lui, c'est qu'on avait imaginé, de par son programme, ce qui a séduit sa base MAGA, c'était qu'il ne se lancerait pas dans des interventions internationales. Or, on se rend compte que, il a intervenu en Iran déjà pour frapper le programme nucléaire, il kidnappe un chef d'État en exercice, il menace le Colombien, là, Gustavo Petro, le Cubain. En fait, il refait ce que les autres faisaient. Il y a une différence entre l'Iran et ce qui se passe en Amérique centrale, parce que l'Amérique centrale, c'est, comme je le disais, c'est une affaire domestique. Et c'est toute l'ambiguïté de la doctrine Monroe. C'est pas l'Amérique aux Américains, c'est l'Amérique aux États-Unis. Donc déjà, alors, ce qui est nouveau effectivement avec l'Iran, je pense que c'est le lien particulier avec Israël qui joue là. Oui, d'accord. Là, je pense que c'est ça. Mais ce ne sont pas encore des opérations, il n'y a pas d'opération au sol. Non. On n'en est pas à l'opération Tempête du désert. Oui. Alors, je reviens, si vous permettez, sur une chose à propos de l'Iran. J'ai entendu ce matin à France Inter quelque chose qui m'a quand même paru un peu curieux. La répression est féroce, c'est clair, net. Ils ont d'ailleurs même les mollahs ont communiqué là-dessus. Il y a eu ils ont admis qu'il y avait des morts puisqu'ils ont décrété 2 jours de deuil national, peut-être pour essayer de désamorcer les choses. Bon, donc il n'y a pas de doute que la répression est cruelle. Mais quand j'entends dire que la police iranienne intervient dans les hôpitaux, pour lancer des bombes lacrymogènes pour affoler la population, ça me rappelle l'affaire des couveuses de Kuwait City. Là, je me demande s'il n'y a pas des spin doctors qui commencent à mettre au point des messages pour montrer que ce qui se passe est absolument épouvantable et que voilà. Parce que vous vous souvenez qu'en 1991, 90 exactement, quand il y a eu l'invasion du Koweït, en août 90, il y a
cabinet de communication américain qui avait expliqué que les soldats irakiens étaient arrivés dans une maternité et avaient débranché les couveuses. Alors le monde avait été horrifié et ensuite on avait su que c'était totalement inventé. Bon, je me demande si cette affaire des moudjahidines qui rentrent dans des hôpitaux pour déverser des bombes lacrymogènes, si c'est pas un peu de la même eau. Alors, il y a aussi cette pression, on voit bien, en termes de communication, c'est extrêmement sophistiqué. Je vous prends un exemple. Le ministre des Affaires étrangères, M. Araghi, qui est un Iranien, qui était à Paris d'ailleurs récemment, a été annoncé il y a quelques jours, tweet incroyable, comme ayant déplacé sa famille à Beyrouth et lui-même. L'idée étant de dire que les pontes du régime s'en vont. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai vu un communiqué de ce monsieur. C'est les Anglais qui sont très spécialistes de ça, les Britanniques. C'est incroyable, parce que ce monsieur, en fait, est à Téhéran et continue son travail là-bas. Donc, ça a été faux. Donc, on a dû faire un faux truc pour raconter qu'il était parti. C'est très sophistiqué, quand même. Ah oui, c'est très sophistiqué. Mais ça, c'est vraiment... mais ça, c'est typique des Britanniques. Ils ont dit ça sur le guide de la Révolution. On dit qu'il prépare son départ en famille. On a même dit qu'il était à la tête de plusieurs milliards. Ils ont même dit à la virgule près, enfin c'est insensé. C'est vrai que le Télégraphe avait annoncé qu'il allait partir pour Moscou aussi. Voilà, c'est ça. Il y a une semaine et demie. Bon. Ouais. Pour l'instant, il a l'air d'être fidèle au poste. Oui, non, mais c'est sûr que c'est très complexe ce qui se passe en Iran et que c'est pas encore terminé et que voilà, c'est une société extrêmement fracturée. On verra un petit peu les conséquences de ça. Donc pour vous, Trump, il va pas s'arrêter ? Au Groenland, ça aura des suites. Pour moi, en Iran, ça, j'ignore complètement. Et pour la Colombie et d'autres. Je crois qu'ils vont reprendre la politique qui était la leur au XIXe siècle, qui vont la mener à bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance. Alors, Gustavo Petro a soumis une idée assez originale de faire une alliance bolivarienne entre le Venezuela et la Colombie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Il y a eu des choses comme ça qui ont été. Il y a quand même de la résistance aux États-Unis. Oui, bien sûr. Mais enfin, au Venezuela, la résistance, elle a été assez faible quand même. Oui, enfin, là, actuellement, les Américains ne contrôlent pas le Venezuela. Alors, s'il y avait effectivement des tentatives de débarquement au sol, là, ça serait certainement très différent. Vous pensez que ça peut se terminer comme l'Irak ? Parce qu'il y a quand même les collectivos, qui sont des espèces de milices à la solde du ministre de Terre de l'Intérieur. Vous avez l'armée qui est gorgée d'armes. Alors, ils ne sont pas intervenus pour des raisons étranges lors de la capture de Maduro, mais enfin, quand même un terreau insurrectionnel assez fort. Franchement, je connais trop mal la situation en Amérique du Sud pour vous répondre précisément. Ça ne serait pas honnête de ma part. Bien sûr. Mais Trump est un bluffeur et un joueur. Et donc, comme tout joueur, il bluffe et il arrive qu'on gagne en bluffant. Oui, bien sûr. Et les Américains ont fait ça. Donc, ce que je sais, autant je connais mal la situation interne aujourd'hui, autant je sais ce qui a marché au XIXe siècle. Et ça a toujours marché. Toujours marché. À Cuba, ça a marché très bien. Et aux Philippines, ça a marché. Mais alors, il faut le dire, au terme d'une campagne qui... Alors, ça a commencé en 1898. Les Philippines ont été entièrement contrôlées en 1910-1912, pas avant, ça a mis 10 ans. Et les chiffres qui circulent, c'est une fourchette entre 200 000 et 600 000 morts philippins. C'est tout de même... Là, ça a été des massacres effrayants. Et d'ailleurs, le président Theodore Roosevelt avait confié la répression des minorités philippines qui résistaient à des vétérans des guerres indiennes. Ça veut dire qu'ils connaissaient le mode d'emploi. Ça a été des massacres épouvantables. On n'en parle jamais. Alors, les gens qui apportent la démocratie, ils apportent aussi les massacres. Le don de la démocratie, ce qu'on entendait en Irak. Éric Branca, merci beaucoup d'être venu. Nous avoir offert votre éclairage, et c'est important de parler des États-Unis avant, parce que ce qu'on a évoqué notamment avec les guerres contre le Mexique et les propositions d'achat de territoire, on les connaît pas, ces choses-là, et quand on voit Trump qui va peut-être débarquer au Groenland, eh bien on a un éclairage grâce à vous. Merci beaucoup d'être venu chez Omerta, et j'espère que j'aurai l'occasion, le plaisir de vous revoir une autre fois, parce que je pense que cette histoire, comme vous le disiez, n'est
pas terminé. Ne fait que commencer. Voilà, merci Eric. Merci Régis. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu, que vous reviendrez encore plus nombreux la prochaine fois pour la prochaine édition du Grand Entretien. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit sur l'application, le magazine qui est en kiosque. Et puis, en attendant la prochaine émission, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, portez-vous bien. À bientôt.